Autrefois, l'une des plaques tournantes du tourisme au Togo, l'hôtel de la paix représente aujourd'hui un danger tant pour les Togolais en raison de son état de délabrement avancé avec un risque d'effondrement imminent. Cet établissement qui était jadis un symbole de prestige est aujourd'hui en ruine. Ce qui était autrefois un hôtel attrayant est désormais devenu un refuge pour de nombreuses personnes sans abri, mais aussi un lieu propice à des activités douteuses. Ce déclin transforme l'édifice autrefois emblématique en un centre de criminalité et d'insécurité. Si cette situation ne semble pas inquiéter les squatteurs, elle n'est évidemment pas du goût des autorités du pays. Récemment, l'hôtel de la paix a été le théâtre d'une importante opération policière. Les occupants ont été évacués par les forces de l'ordre. Cette intervention s'inscrivait non seulement dans le cadre d'une initiative visant à récupérer les espaces publics illégalement occupés à Lomé, mais également pour garantir la sécurité des habitants du quartier autour de l'hôtel, un secteur qui souffre depuis longtemps d'un déclin préoccupant. Suite à cette opération, plusieurs interrogations sont au centre des débats. Parmi elles, certains plaident pour la restauration de l'hôtel afin de lui redonner sa gloire d'antan en le transformant en une destination de luxe susceptible de dynamiser le tourisme et l'économie locale. D'autres suggèrent quant à eux de convertir le site en un espace public tel un centre communautaire, un pôle culturel ou même un complexe de logements abordables. Pour l'instant, les autorités togolaises n'ont pas fait la lumière sur ce que cet hôtel autrefois attrayant allait devenir. Les réseaux sociaux ont profondément transformé le paysage social, économique et politique au Togo et en Afrique, offrant une plateforme pour l'expression, l'échange d'idées et la mobilisation. Cependant, l'utilisation croissante des réseaux sociaux présente également des inconvénients. Son utilisation et plus précisément celle du TikTok, notamment dans les services publics ou privés, en lieu et place du travail, proprement dit, suscite de plus en plus d'inquiétudes. Sur ce point, TikTok et surtout son utilisation dans les administrations est en train de banaliser des comportements condamnables tels que la distraction des employés. Malheureusement, la concentration excessive sur les réseaux sociaux détourne le pays des opportunités de développement économique. Pour rappel, l'utilisation excessive des réseaux sociaux par les employés pendant les heures de travail entraîne plusieurs conséquences négatives, notamment la baisse de productivité, la baisse de la qualité du travail et surtout la perte de revenus entre autres. Éliminer le paludisme à l'horizon 2030, c'est l'objectif que s'étaient fixé les chefs d'État et de gouvernement africains en 2015. À 5 ans de l'échéance, les statistiques actuelles montrent à suffisance que l'objectif, même s'il peut être atteint, ne le sera pas en 2030. Selon le récent rapport de la lutte contre le paludisme en Afrique, la riposte contre le paludisme avance à pas de caméléon. En 2023, l'Afrique a enregistré 246 millions de cas de paludisme et près de 600 000 décès, dont 76% des enfants de moins de 5 ans. Ces chiffres confirment l'ampleur du défi que représente le paludisme en Afrique et par ricochet soulignent l'urgence de redoubler les efforts de lutte pour inverser la tendance. À 5 ans de l'objectif, le paludisme reste et demeure la cause majeure de morbidité et de mortalité en Afrique, avec pour cible les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Si les facteurs comme la pauvreté, l'accès limité aux soins de santé, le manque d'infrastructures adéquates et les conditions environnementales favorables aux moustiques rendent difficile la lutte, les nouvelles décisions géopolitiques viennent corser l'addition. Les États-Unis d'Amérique, en plus de leur retrait de l'Organisation mondiale de la santé OMS, refusent toute assistance aux pays africains par son aile marchande l'USAID. Les États-Unis se sont positionnés depuis des décennies comme acteurs majeurs de la santé mondiale. Son gel du financement de l'USAID plonge les militants, les organisations internationales, les organisations communautaires et de la société civile et des patients dans une incertitude croissante. Les grands bénéficiaires de l'USAID ont une occasion de redéfinir les équilibres financiers et politiques de la lutte contre le paludisme. Autrement, l'objectif zéro paludisme à l'horizon 2030 risque d'être une utopie.
L'industrie culturelle et créative au Togo occupe une place dans l'économie nationale. Sur le marché, elles sont évaluées à plus de 100 milliards de francs CFA. Ce secteur dynamique englobe diverses activités allant de la musique, du cinéma, de l'art à la mode. Selon le rapport de l'Agence française du développement, les ICC, industrie culturelle créative, couvrent les secteurs économiques qui reposent sur la création, la production et l'exploitation de contenus à forte valeur culturelle, artistique ou intellectuelle. Ces secteurs emploient près de 135 000 personnes, soit 4% de la population active. Le secteur est fortement inclusif avec 52% des emplois occupés par des femmes et 15% par des jeunes de 15 à 24 ans. L'exportation de biens et services culturels a généré 24 millions de dollars US de recettes, illustrant ainsi le potentiel du marché togolais à s'internationaliser. Pour le secteur cinématographique, le Togo produit aujourd'hui 70 films par an. Toutefois, plusieurs défis persistent, notamment le faible accès au financement, le manque de compétences techniques et des infrastructures de diffusion limitées. Les autorités et les acteurs du secteur culturel sont donc appelés à multiplier les initiatives afin de soutenir et de valoriser ces industries qui représentent non seulement une source de revenus, mais également un levier essentiel pour le rayonnement culturel du Togo. Il faudra ainsi renforcer les infrastructures, développer des formations adaptées et encourager des partenaires publics-privés pour maximiser le potentiel de ce secteur prometteur. Le Mali annonce la levée partielle de la suspension des permis miniers à partir du 15 mars 2025. En décembre 2022, le gouvernement avait interdit l'attribution de nouveaux permis afin de réformer le secteur et d'optimiser les retombées économiques pour le pays. En août 2023, un nouveau code minier avait été adopté renforçant les règles pour favoriser l'économie locale. L'État peut désormais détenir jusqu'à 30% des projets miniers, dont 10% sans frais, et les entreprises maliennes doivent obligatoirement posséder au moins 5% des parts. Une nouvelle loi impose aussi de privilégier la main-d'œuvre et les fournisseurs locaux dans l'industrie minière. Avec cette levée partielle des suspensions de permis, l'administration malienne peut de nouveau examiner les demandes de renouvellement et de transfert de permis d'exploitation, ainsi que les passages de la phase de recherche à celle d'exploitation. En revanche, l'octroi de nouveaux permis et le transfert de permis de recherche restent suspendus. Cette décision intervient alors que le Mali peine à attirer des investissements minier depuis plus d'une décennie malgré son statut de grand producteur d'or africain. Samedi matin, en plein cœur de Londres, un homme a réussi à escalader la tour Elizabeth qui abrite la célèbre horloge de Big Ben, brandissant un drapeau palestinien sous les yeux médusés des passants et des forces de l'ordre. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse monter aussi vite sur un bâtiment sans être arrêté. Le fait que cet individu ait pu grimper sur l'une des tours les plus surveillées du Royaume-Uni sans être immédiatement intercepté soulève de sérieuses interrogations sur les failles de sécurité aux abords du Parlement britannique. Il n'est pas seulement question de préserver le caractère sacré du Parlement dans la vie démocratique de notre pays. Il en va de la sécurité publique. Rien de tel ne devrait donc se produire. Les mesures de sécurité mises en place même à 7h30 un samedi matin ne sont manifestement pas suffisantes. Ce n'est pas la première fois qu'un individu parvient à escalader Big Ben. En 2019, un militant d'Extinction Rebellion déguisé en Boris Johnson avait réussi un exploit similaire en grimpant sur un échafaudage de la tour. Le Panama a libéré ce samedi des dizaines de migrants détenus dans un camp isolé après avoir été expulsés des États-Unis. Depuis mi-février 2025, près de 300 migrants refoulés des États-Unis sous Donald Trump se sont retrouvés au Panama. Si certains ont été renvoyés chez eux, d'autres, notamment originaires d'Iran ou d'Afghanistan, redoutent fortement cette perspective. Je ne dispose d'aucune information sur l'endroit où je devrais attendre ou dormir parce que nous
sommes tous arrivés ici sans argent et sans la moindre information. C'est une situation très difficile. Ces migrants, principalement originaires de pays asiatiques, doivent quitter le pays dans un délai de 30 jours avec la possibilité de prolonger leur séjour de 60 jours. Des avocats et des défenseurs des droits humains estiment que le Panama et le Costa Rica sont devenus des trous noirs pour les expulser, où ils risquent de se retrouver sans aide ni... Nouveau bombardement russe sur l'Ukraine. Quelques heures après que Washington a annoncé la fin du partage de ses images satellites avec Kiev, des frappes de drones ont fait au moins 14 morts et une trentaine de blessés dans les oblasts de l'Est ukrainien. Les autorités locales de la région de Donetsk ont déclaré que 11 personnes avaient été tuées. Non loin de là, à Kharkiv, les secours ont confirmé la mort de 3 civils. Тільки в убіжище. Тільки вскочив в убіжище, сильне зарево і звук шрапнелі по дверям. Тобто я зрозумів, що попало конкретно в нас. Les autorités ukrainiennes ont diffusé des vidéos montrant un immeuble de plusieurs étages en feu à Dobropilia à la suite des frappes russes dans la nuit de vendredi à samedi. Le président Volodymyr Zelensky a condamné les attaques, déclarant qu'elles montraient que les objectifs de la Russie restaient inchangés. Nouveau rebondissement dans les relations entre Téhéran et Washington. Ce vendredi, Donald Trump a déclaré avoir écrit à l'Iran pour proposer des négociations visant à prévenir le développement d'armes nucléaires. Le président américain a également brandi la menace d'une intervention militaire et promis que quelque chose va se produire très bientôt. We have a situation with Iran that something's going to happen very soon. Very, very soon. You'll be talking about that pretty soon, I guess. And hopefully we can have a peace deal. You know, I'm not speaking out of strength or weakness. I'm just saying I'd rather see a peace deal than the other. Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé de son côté que l'Iran ne reprendrait pas les négociations avec Washington sur son programme nucléaire tant que le président Trump resterait sur une position dure. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran a augmenté de manière très préoccupante ses réserves d'uranium enrichi à 60%, seuil proche des 90% nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire. Nouveau week-end de manifestations en Slovaquie contre le gouvernement et sa politique pro-russe. Dans les grandes villes du pays, des milliers de personnes se rassemblent régulièrement depuis la fin du mois de décembre, après un voyage du Premier ministre Robert Fico et de plusieurs autres membres du gouvernement à Moscou pour s'entretenir avec Vladimir Poutine. Ces dernières semaines, Robert Fico et plusieurs membres de la coalition au pouvoir ont évoqué le retrait de la Slovaquie de l'Union européenne et de l'OTAN. L'un des proches collaborateurs du Premier ministre a notamment déclaré que le gouvernement considérerait la Russie comme un voisin fiable si Moscou devait conquérir l'Ukraine. Leader du parti social-démocrate Smer, Robert Fico, que beaucoup considéraient comme persona non grata après le meurtre du journaliste Jan Kuciak en 2018, a radicalement changé sa politique depuis son retour au pouvoir en 2023. Après des réformes dans les secteurs de la justice et de la culture, il affiche clairement son hostilité vis-à-vis de l'Ukraine, en mettant fin au soutien militaire de la Slovaquie à Kiev, en critiquant les sanctions de Bruxelles à l'encontre de la Russie et en promettant d'empêcher l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN.